je ne suis pas du tout habituée des conférences, donc je vais vous demander d'être cool avec moi. Hein, je n'ai pas cette habitude de faire des grandes séances. Ce que je vous propose déjà, je voudrais parler de mon livre qui parle de la vie d'une voyante, hein, de quelle manière on devient, quand est-ce qu'on découvre qu'on est intuitif, comment on devient voyant de métier, comment ça se passe, hein, la vie d'une voyante au niveau des séances, des gens, de sa propre vie privée, c'est le tout l'intérêt du livre. Voilà. Alors ce que je vous propose, on fasse 3 parties. On va parler du bouquin, je vais vous lire quelques extraits, ceux qui m'ont semblé les plus personnels. Après on fera un petit peu questions-réponses sur le métier de voyant, hein, s'il y a des choses qui viennent spontanément dans vos questions. Et puis après, s'il reste un peu de temps, je ferai peut-être 2-3 questions de voyance. Ok ? Voilà. Alors, déjà je vais me présenter, je m'appelle Nathalie Bloch, je suis voyante depuis, on va dire, entre 20 et 30 ans, voilà, donc ça fait pas mal de temps. Et il y a quelques années, j'ai été dans le cadre d'une séance agressée par un de mes consultants. Donc j'ai perdu la mémoire, j'ai également perdu mon don, et pour retrouver mon don et pour retrouver surtout ma mémoire, j'ai relu toutes les notes que je faisais depuis que j'étais enfant, c'est-à-dire mes rêves prémonitoires, mes séances, tout, les manifestations des défunts, comment je les captais. Alors des fois avec un langage d'enfant, après avec un langage d'adolescent, et puis tout ça. Donc j'ai retranscrit ces carnets et j'en ai fait un livre. Voilà. Alors, je vais vous lire ce qu'a dit mon éditrice derrière. Donc déjà ce livre, c'est celui-ci, il est paru il y a quelques mois. Alors, mon éditrice l'a décrit de cette manière. Comment découvre-t-on son don et devient-on voyante ? Qui sont ceux et celles qui vont voir un médium ? Comment se déroulent les consultations ou les séances de spiritisme ? Voilà, on fera la différence peut-être entre la voyance pure et le spiritisme, qui est la communication avec les défunts. Est-ce possible pour une voyante qui perçoit tout des autres de gérer sereinement sa propre vie privée ? Ça, c'est des questions que les gens me posent très souvent en fin de séance. Comment vous faites pour supporter ça ? Comment vous faites quand vous voyez des choses pour vous-même ? Toutes des choses comme ça. Alors, ce journal très intime où s'entremêlent séances de divination et souvenirs personnels nous ouvre les portes d'un monde fascinant tout en brossant le portrait, alors c'est un peu prétentieux mais c'est pas moi qui l'ai écrit, d'une personnalité riche et complexe. Voilà, je ne vais pas après, il y a marqué « sacré parmi les meilleurs de sa profession ». Agressée par l'un de ses consultants, Nathalie perdit la mémoire pendant plusieurs mois, oubliant son passé de femme et 20 ans d'exercice de voyance, un métier qu'elle avait fini par détester, puis réappris à aimer. Ça, c'est un point important, parce que le jour où j'étais agressée, je crois que j'étais un petit peu dans des moments difficiles. Hein. Je n'avais pas senti le danger et voilà, et j'étais un peu moi-même surmenée. Agressée, donc, bon, ce qui est important, c'est que j'ai appris à le réaimer, ce métier, je revois et j'aime à nouveau être voyante. Ce journal est le récit de cette année d'amnésie, ponctué par les lectures de ses cahiers intimes dans lesquels elle avait retranscrit depuis son adolescence toutes les anecdotes de sa vie privée et les moments forts vécus dans le cadre de son métier. Voilà. Alors, on y va ? Donc j'ai choisi quelques extraits qui m'ont semblé importants. Alors déjà, un point essentiel, c'est que je crois que quand tout le monde est intuitif, voilà. Et je crois que quand on est enfant, on a tous des manifestations, on fait des rêves, on a des intuitions, on fait ce qu'on appelle des sorties de corps. Je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui ont fait des sorties de corps. Non ? Alors c'est souvent quand on est enfant, on a l'impression qu'on s'élève du lit en fait, hein, et qu'on a presque peur d'aller au plafond. Donc personne n'en a fait dans le... Vous ? Alors, c'est le premier extrait que j'ai choisi parce que j'avais 3 ans. Voilà. Alors, enfant, dès l'âge de 3 ans, je faisais ce que plus tard j'analyserai comme des sorties hors de mon corps. Je sentais mon enveloppe charnelle s'assoupir, puis s'élever au-dessus du lit. Je tendais mes bras en avant par crainte de m'assommer sur le plafond des pièces, dans lesquelles dorénavant je circulais en latence à environ 2 mètres du sol. Mes nuits devenaient ainsi très instructives et je pouvais espionner à loisir les faits et gestes des voisins et de ma propre famille. Ça, c'était rigolo. Parce que le lendemain, je disais, tiens, hier, il s'est passé ça. Rien ne m'échappait et je me retrouvais ainsi confronté à des scènes d'intimité torride dont mon jeune et pur esprit ne savait que penser. Puis un jour, j'ai soudain eu peur d'être vue, d'être découverte, démasquée, interpellée, et j'ai décidé de cesser ces voyages intramuros qui finalement se révélaient assez lassants, hormis pour l'ivresse de chaque décollage, lorsque je devenais miraculeusement aérienne et légère. C'est vraiment le sentiment qu'on a, c'est vraiment devenir comme un nuage en fait, hein, et d'être vraiment en latence.
Alors je regagnais bien sagement mon lit chaque nuit. Alors que je regagnais bien sagement mon lit chaque nuit, d'autres phénomènes ont eu raison de mon sommeil, les défunts. Au début, la provenance de ces étranges personnages m'apparaissait incertaine. Étaient-ce des ombres, des lutins, des extraterrestres? Certaines nuits, ils étaient plusieurs à se presser au pied de mon lit et à me parler, même quand je n'avais plus qu'une hâte de dormir. Et puis il m'est malheureusement arrivé de devoir reconnaître parmi eux des êtres chers, plus ou moins récemment disparus. Leur attitude ne laissait plus aucun doute. Je parlais dorénavant chaque nuit avec des morts, fussent-ils inconnus ou de ma propre famille. Parfois, je m'endormais sans les attendre, harassé, et en pleine nuit, une vague de chaleur m'emplissait le corps, des doigts me chatouillaient, des silhouettes déplacées de l'air, les morts demandaient toute mon attention et m'intimaient de les écouter. Alors ça, je pense que beaucoup de gens parmi vous ont vécu ça. Pas spécialement enfants. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression dans une nuit d'avoir quelqu'un qui vient de vous parler? Voilà. Donc il ne suffit pas d'être enfant, c'est à tout âge. Hein. Alors comme j'expliquais tout à l'heure, généralement les gens me disent « je ne sais pas si je rêvais ou pas ». Voilà. On est entre les deux sommeils, on est encore en train de dormir et très généralement ça arrive 2-3 heures avant le réveil parce que les gens sont dans ce sommeil qui est presque dans le réveil. Donc les gens disent en même temps, ils écoutent le défunt sans en avoir peur en fait. Et ils disent très souvent « j'avais vraiment l'impression qu'il était dans la pièce mais je devais dormir ». Ça c'est un premier extrait. Alors, après, je parlais du principe de mes notes. Depuis l'âge de 15 ans, j'écris un journal, toujours sur de grands cahiers, à petits carreaux, avec feuilles détachables. Je n'ai jamais ni perdu ni jeté un seul de ces cahiers. Depuis ma sortie de l'hôpital, je relis des dizaines et des dizaines de cahiers aux couvertures pelliculées. J'ai commencé docilement par mes premières années de confidence, et puis soudain, anarchiquement, j'ai pioché à hasard du temps, naviguant entre mon adolescence et mes 40 ans. Certaines scènes dont je me souviens clairement, d'autres que j'ai totalement oubliées, mais n'était-ce pas le cas avant mon accident? Quelques épisodes me font rire aux larmes, balayés par des chapitres qui ne font que confirmer mon inutilité sur cette terre. Il y a de nombreux récits de voyance, les détails de mes amours, mes coups de gueule, mes voyages, des pensées plus platement philosophiques. Je passe au stabilo les meilleurs passages, les réécris dans la marge, puis je le retape sur l'ordinateur. Je me prends au jeu, n'ayant pas d'héritier, ce livre sera en quelque sorte mon testament. Alors ça, c'est un point important. J'ai des enfants. Mais dans ce livre, je n'ai pas souhaité, c'est un des points qui est inexact dans mon livre. Voilà, c'est un petit point, j'ai des héritiers. Voilà. J'essaie de réunir mes souvenirs de séances de voyance, lire l'avenir, et de médiumnité, communiquer avec un être défunt, par thème. Je constate ainsi que souvent les consultants me posaient les mêmes types de questions et qu'au gré des années, certaines interrogations tendaient à disparaître. Par exemple, connaître la date de son futur mariage. Ça, c'est une question qu'on me posait très souvent il y a 20 ou 30 ans. Voilà. Au fil du temps, le mariage a perdu de sa magie. Seul le désir d'enfant est constamment resté à chair de peau. Bon, je ne sais pas ce que c'est, de mes consultants. Et l'amour, bien sûr, savoir quand enfin le grand amour, aller frapper à la porte. Ça, c'est sur les carnets. Alors, les débuts de la voyance. C'est à quel moment on se dit, tiens, finalement, je ne suis pas qu'intuitive, qu'est-ce qui se passe? J'ai découvert mon don de voyance dès mon plus jeune âge. J'ai vécu mes premières, excusez-moi c'est un peu intime, mes premières menstruations, ça j'avais eu très peur à ma mère, parce que 5 ans avant qu'elle ne parvienne, je voyais les décès, les mariages, les adultères, et je les détaillais à mes parents avec un naturel désarmant. J'avais moins de 10 ans. Je suis rapidement devenue l'attraction familiale dans les banquets, les repas de famille. Les gens se pressaient pour me demander discrètement si François allait épouser Simone, si Maurice allait perdre son emploi, si Christine de Laos savait que son veuf d'époux avait refait sa vie avec l'épicière, et je répondais à tous et à toutes mécaniquement, véritables petites prophètes. Souvent leur attirance masquait une part d'effroi. Un tel don n'était-ce pas quelque part un brin diabolique? Le temps passé, la cour d'école a fait place au couloir du collège et là aussi les élèves m'assommaient de leurs questions. Tu crois que les cheveux de Pascal frisent naturellement? C'est vrai que Marc a embrassé Christelle. Je vais avoir quelle note à l'interro de techno? Je crois que le prof de maths tu crois que le prof de maths va savoir que je triche? Et puis sont arrivées les allées du lycée avec les mêmes psalmodies, et puis l'université, et puis la vie, et puis ces questions spontanées dans les restaurants, dans la rue, dans les boîtes de nuit. Alors ça c'est un truc qui est assez fascinant, c'est que quand on est intuitif, les gens vous posent des questions même sans savoir que vous êtes voyant.
Voilà, vous pouvez prendre un taxi, ils vont vous dire « Est-ce que vous pensez ça? Est-ce que vous pensez ça ?» Ça, c'est un truc comme s'il y avait une espèce de petit fil relié. Où que j'aille, on me posait toujours autant de questions. Je me suis souvent demandé comment des gens eux-mêmes devinaient mon don, quelle force les poussait invariablement vers moi pour m'interroger au sujet de leurs préoccupations du moment. Après, je parle un petit peu que j'ai fait des études de droit. Enfin, ça, c'est peut-être pas très intéressant. J'ai fait des études de droit, je me préparais à une carrière d'avocate. Je ne m'imaginais en aucune manière devenir voyante. Pour moi, ces mesdames Irma étaient des sortes de vieilles harpies avec des turbans et des fumes-cigares, entourées de chats noirs, de vieux napperons multicolores, dans un nuage d'encens écœurant. Quelques semaines avant de passer le barreau, j'ai rencontré un acteur, appelons-le JC, dans un grand restaurant parisien. Il m'a invité à sa table, je l'ai rejoint sans appréhension, ayant capté son homosexualité. C'est-à-dire, il dit « Tiens, ça serait bien que vous veniez ?» Et je lui ai dit « Je ne prends pas de risque en venant. » Voilà. Et à l'époque, personne ne savait qu'il était homosexuel. Il m'a dit « Je vous promets de rester correct, mademoiselle. » J'ai éclaté de rire avec l'insouciance de mes 22 ans. Je vous crois sur parole, il est clair que vous ne pouvez pas me faire grand mal. Il est resté silencieux, tant l'allusion à son homosexualité était subtile. Nous n'en avons pas parlé avant longtemps, c'est ce qu'on appelle dans le milieu gay une honteuse, qui cachait son amour pour les garçons et s'inventait des fiancées régulières dans la presse. C'est-à-dire des fois il venait me consulter et il m'amenait des photos de femmes. Et je lui disais « Mais non, mais arrête, tu n'aimes pas les femmes. » C'est-à-dire même avec moi il essayait de ruser. J'ai fait quelques déclarations ce soir-là à JC. Ces affirmations sont vite devenues des prédictions réalisées. La machine était en marche. En quelques semaines, il m'envoyait tous ses amis artistes. Je vivais déjà dans l'appartement hérité de ma grand-mère. J'ai abandonné ma carrière d'avocate sans aucun regret. Une nouvelle voyante parisienne était née. Voilà. Alors sinon, je parle également de mon premier fantôme connu, qui était ma grand-mère. La première âme morte ayant entamé un véritable dialogue avec moi a été ma grand-mère maternelle. Des défunts me rendaient déjà visite depuis plusieurs années, mais je ne les connaissais pas. Ma grand-mère est morte avant mes 12 ans et elle a été ma première vraie expérience de dialogue entre notre monde et l'au-delà. Elle venait de mourir, je me réfugiais pour pleurer au fond d'un jardin, je me frappais le front sur une muraille en pierre. C'était vraiment quelque chose qui était vraiment une grande souffrance. C'était l'été, aux amorces de l'après-midi, et soudain une main s'est posée sur mon épaule, c'était elle. Une main légère dont je sentais le contact comme un frôlement, un corps qui était le sien, mais non relié au sol, un corps aérien et puissant en même temps. Sa voix n'était pas la même, devenue plus grave. Je vais rester près de toi, attendre que tu te consoles. Pourquoi as-tu fait ce caprice hier soir? Notre conversation a repris ainsi, une odeur de parfum de violette, c'est-à-dire dès qu'elle venait se manifester, j'avais l'odeur de son parfum qui arrivait. Bien significative, me prévenant à chaque fois de sa présence. Alors après, je parle de l'agression. C'est pas très rigolo, on en parle? Allez. J'ai subitement arrêté la voyance, pas sur un coup de tête, mais sur des coups de poing. Depuis plusieurs années, mon surmenage s'accélérait. Je n'arrivais plus à me ressourcer, car j'étais confronté à trop de problèmes, de ruptures, de trahisons, de deuil. Je n'aimais plus mon métier, que je continuais d'exercer par facilité, parce que mon don, contrairement à l'envie, ne m'avait pas abandonné. Moins j'aimais la voyance et plus je voyais, créant ainsi un flux de nouveaux consultants qui, envoyés par d'autres, me pressaient de les recevoir. J'étais devenu le cliché de ce que j'avais toujours vomi, une médium d'une élégante déférence et sensible à son influence sur autrui. En termes clairs, j'avais un peu la grosse tête. J'étais soit haï, soit adoré. Mais beaucoup pensaient que, comme j'étais génial, je ne pouvais que susciter des réactions extrêmes. Donc finalement, même les pires critiques m'auréolaient. J'aurais pu ainsi continuer longtemps, sans vie personnelle, pagaillant sur cette marée de clients assoiffés d'avenir. Je savais qu'il y aurait la séance de trop, celle dont on ne se relève pas, ou éventuellement une tumeur à ce cerveau trop malmené qui m'arrêterait net. Avec la lassitude, cette amertume existentielle, on baisse la garde, on pense que rien de pire que ce manque d'envie ne peut vous arriver, et pourtant si, il peut y avoir pire que de ne plus avoir envie. Et le danger peut venir aussi parfois de là où on ne le soupçonnait pas. Pour ce qui me concerne, le stop fatal fut marqué par un de mes plus fidèles consultants, pourtant béatement acquis à mes inlassablement prédictions. Riche industriel, chahuté par un divorce houleux, il ne supportera pas l'une de mes affirmations sur ses anciennes infidélités à son épouse, alors qu'il s'est toujours défini vis-à-vis d'elle d'une loyauté sans ombre. Après avoir commencé menaçant par m'ordonner de me taire, c'était quelqu'un qui venait très souvent me voir et qui était devenu un ami, hein. C'était pas du tout un inconnu. Il m'a bondi dessus et m'a assommé à coups de poing. Cette simple phrase résume ce qui m'a fait basculer vers ma vie d'aujourd'hui. Ça, c'est au moment où j'écris mon livre.
puisque dès lors, je n'ai plus vu l'avenir, je n'ai plus rien ressenti d'irrationnel, je n'ai plus perçu les morts qui m'entouraient, et surtout, j'ai perdu d'immenses fragments de ma mémoire. J'ai depuis ce qu'on appelle une amnésie rétrograde partielle. En fait, je ne me rappelle de presque rien de structuré, seuls des souvenirs décousus reviennent par vagues, ce qui donne à mon présent récit son genre désarticulé. En perdant mon don, j'ai perdu beaucoup de relations. Mais ce dénuement, j'en rêvais depuis si longtemps. Redevenir une personne anonyme, devenir vide, mais enfin libéré de mes envahissantes intuitions. C'est-à-dire qu'en intuitif, les gens qui ne sont pas intéressés par une question, c'est plus que rare. Voilà, ça veut dire que même les amis, dans une soirée, vont dire « Tiens, j'ai un souci de travail ». Et la grande phrase, c'est « Est-ce que tu peux regarder ?» Tout le temps. Le téléphone sonne, « Est-ce que tu peux regarder ça ?» Si tu as 2 minutes. Je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital sans savoir qui était l'actuel président de la République et en ignorant qui serait le prochain. Mes proches se pressent, me testent, me regardent attristé. Voilà. Je ne suis plus qu'une blonde de 40 ans, malade, amochée, qui griffonne ses premières et maigres bribes de souvenirs dans un petit calepin argenté tenu en lanière autour de son cou. Bon, c'est pas très gai, hein. Alors, qu'est-ce que je peux vous lire d'autre? Le début de la voyance. Je l'ai lu. Alors sinon, j'ai fait un jour un article qui est sur les questions que posent le plus souvent les consultants. Voilà. Et c'est l'article, j'ai un blog qui s'appelle Petite et grande histoire de médiumnité, et qui est vraiment lu à travers le monde. Et l'article le plus lu, c'est celui-ci. C'est comment on vit quand on est un voyant. Donc, est-ce qu'un voyant voit son propre avenir? Est-ce qu'on est toujours en voyant? C'est-à-dire, est-ce qu'on est tout le temps en train d'essayer de capter les gens? Ça, c'est les grandes questions. Comment se manifestent mes visions, c'est-à-dire comment ça ressemble à quoi? Comment est-ce que j'ai découvert que j'avais un don? Est-ce que j'ai peur des fantômes? Qui me consulte? Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des femmes? Ça, c'est les grandes questions. Est-ce que ça fonctionne à coup sûr? Donc bien entendu, non, ça ne fonctionne pas toujours, la voyance. Voilà. La voyance est-elle contraire à la religion? Ça, c'est quelque chose que les gens me disaient beaucoup avant, quelle que soit leur religion d'ailleurs, comme quoi c'était péché et qu'il ne fallait pas. Est-ce que les voyants me consultent aussi? Voilà. Peut-on consulter souvent, voire plusieurs voyants? Est-ce que ça ne fait pas, effectivement, comment on peut dire, sans mêler les prédictions? Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le livre? Ça peut être n'importe quoi. Hein. Sur le livre ou sur le métier de voyant? Parce qu'en fait, le livre, c'est sur le métier de voyant, quoi. Oui, voilà. Et ben c'est comme les gens, quand ils sont intuitifs et qu'ils disent « Tiens, j'ai rencontré cette personne, je sens que c'est pas bon pour moi, mais j'y vais quand même. » C'est-à-dire un voyant bien entendu intuitif et vivra quand même ce qu'il a envie de vivre. Voilà. On le vit différemment parce que bien entendu, quand quelque chose nous semble bon, on a une énergie très positive. Quand on appréhende quelque chose, on va aller dans cette histoire, mais on a quelque chose qui nous dit c'est pas la bonne histoire, quoi. Donc on n'aura pas le même lâcher prise dans l'histoire. Modifier? Alors ça c'est la grande question. Non, je pense pas qu'on peut modifier son avenir. Je pense que même quand on sait que quelque chose n'est pas bon à vivre, on le fait quand même. Beaucoup de gens qui sortent de chez moi me disent « Ah vous avez bien fait de me prévenir parce que maintenant que je le sais, je ne vais pas le faire. » Et puis ils reviennent des mois, des années après, ils me disent « Bon finalement je l'ai fait parce que je pouvais. » Donc je crois que la personne vit ce qu'il a envie de vivre. Mais c'est vous-même qui choisissez votre destin. Vous ne faites pas que subir. Voilà, donc le destin c'est quand même des choix que vous faites vous-même, beaucoup. Même des choix mauvais. Très rapide du mental. Comment vous dites? J'ai pas compris la question. Comment discerner très clairement un message envoyé, Ouais. une rotation très rapide du mental? Je comprends pas du tout votre question. Alors peut-être quelqu'un peut me la traduire parce que vous savez, On peut très bien penser que le flash que l'on reçoit, ouais. en fait, il a été travaillé très rapidement par le mental. Et c'est uniquement le mental qui est en train de travailler. C'est pas la même chose en fait. Mais comment discerner?
Comment on peut discerner que je ne prends pas le vœu de la personne qui est en face de moi, en fait, pour une réalité? C'est pas la même chose, c'est pas le même type de vision. C'est-à-dire que si on voit que quelqu'un est malheureux parce qu'elle est en train de rompre, on a une vision de malheur, et la vision qu'on va avoir sur l'évolution de son malheur, est-ce que ça va se reprendre, est-ce qu'elle va pas reprendre, c'est pas le même type de vision. Donc c'est difficile à expliquer pour moi. Mais je confonds pas. Mais je pense qu'il y a peut-être des gens qui savent mieux répondre que moi, je ne sais pas si... Allez-y. Ouais. Alors là, en ce qui concerne les odeurs, comment vous comprenez le message, voilà. Alors déjà, les odeurs, le principe, c'est que le défunt vous dit « je suis là ». Oui, C'est simplement un signe pour vous dire « je suis là ». Voilà. Ouais. Est-ce que c'était l'odeur de quelqu'un que vous connaissiez? C'était un parfum? Non, une odeur de parfum, mais qui sentait super bon, que je n'ai jamais senti de ma vie. Ouais. Et une fois, l'odeur du tabac, un tabac brun. Alors le tabac brun, c'est vraisemblablement quelqu'un qui a fumé. Hein, ça, c'est voilà. Après, les parfums, très souvent les gens reconnaissent parce que c'est souvent le parfum de quelqu'un qu'ils connaissaient. Hein. Alors si c'est un parfum ancien, par exemple une grand-mère dont vous avez oublié le parfum, ça peut arriver. Voilà. Donc le parfum, c'est vraiment dire je suis là, je suis présent. Donc après la communication, c'est à vous de la mener en fait. Bah moi je dis aux gens parlez, voilà. Alors bien entendu c'est mieux de faire ça quand on est seul, plutôt que dans une pièce où il y a 4 personnes, si vous vous mettez devant vos enfants à dire « Alors, t'es où, qu'est-ce que tu deviens ?» Les gens vont dire « Mais devenu complètement dingue ». Donc plutôt s'isoler. Moi je préfère vraiment, je pense que les séances, alors déjà vous n'êtes pas toujours, vous faites pas toujours le choix du moment, parce que c'est vrai que si vous sentez le parfum, vous allez dire « Tiens, ça y est, la personne est là ». Donc c'est souvent le soir, voilà. Voilà. Essayez de vous isoler. Alors bien entendu, dans l'écriture des carnets, il y a aussi ce qu'on appelle l'écriture automatique. Et bien entendu, c'était une des premières techniques que j'ai utilisées quand j'avais 10 ou 11 ans pour communiquer. Parce que ça me faisait un peu peur quand même pour certaines personnes. Donc je prends ma feuille, voilà, et je prends mon stylo, etc. Donc au moment où vous avez le parfum, ça veut dire que la personne est là. Isolez-vous dans un coin. Vous ne savez pas qui c'est, donc je ne pouvez pas vous conseiller de prendre une photo de la personne ou tout ça. Et puis posez les questions. Alors essayez l'écriture automatique. Qui es-tu? Voilà. Vous allez voir, ça va partir tout seul. Voilà. Ça ne sera pas obligatoirement votre écriture. Hein. Allez-y, monsieur, vous pouvez poser la question. Oui. Ça peut être ça. Il faut poser la question. Faut poser la question. Alors s'il y a des gens qui sont encore vivants, par rapport au fait que vous arrivez, est-ce que vous arrivez à reconnaître à peu près les fleurs du parfum? Quel type de parfum c'est? C'est un parfum qui est fleuri. Oui. Un parfum de verre, ça Ouais. et un parfum que j'ai jamais senti. Et est-ce que voilà. Donc vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que c'est comme parfum. Parce que vous auriez pu demander à des gens qui sont encore en vie de dire bah tiens, ouais. Bah, dans ces cas, il faut poser la question, est-ce que c'est toi quoi? Voilà. Et donc par le biais de l'écriture automatique. Je pense que ça peut être bien pour avoir vos réponses. Voilà, c'est une manière. Bon, après, peut-être que vous en aurez plus besoin, parce que peut-être, moi, comme je dis dans mon livre, je pense que tout le monde a un don, hein, ou a le don. Voilà. Après, on choisit. Est-ce que c'est l'intuition? Est-ce que c'est le magnétisme? Est-ce que c'est parler avec l'autre? Là, on choisit un petit peu là où on est le plus à l'aise. Mais le premier truc, c'est de ne pas en avoir peur. Et voilà. Ça arrive pas souvent. Hein, ouais. Ça m'est arrivé 2 fois à l'espace de 2 semaines, des 2 symptômes différents. Ouais. Et ça m'était arrivé il y a peut-être... Les odeurs, c'est très significatif d'une présence d'un défunt. Ça peut être un odeur de médicament, un odeur de parfum, une odeur sur effectivement ses habitudes, je fume, je mets un médicament sur moi, il y aura l'odeur du médicament, ou l'odeur même de l'hôpital où la personne est décédée. Donc les odeurs, c'est très significatif de quelque chose qui caractérise la personne. Mm-hmm. Alors ça dépend, il y a des gens effectivement, certains... Mmh. Mmh. Mmh.
Oui, bien sûr, oui, oui. Bien entendu. Bon, souvent les défunts sont plutôt là pour nous donner des bons conseils. Hein. Leur intervention, c'est plutôt parce qu'ils considèrent qu'il y a quelque chose. Oui, ben, je pense que c'est arrivé à tout le monde. Hein, voilà. Voilà. Ouais. Mm. Mm. Oui, oui, bien sûr. Bien entendu, des fois les défunts vont choisir un médium. Alors il y a un médium qui a la possibilité d'aller voir ces gens-là. Hein. Ça ne va pas prendre un médium qui est au Danemark pour aller donner, voilà. Mais ils vont effectivement. Ouais, bah oui, parce qu'ils ont considéré que vous étiez la bonne personne pour transmettre le message. Vous l'avez transmis le message? Ouais. Allez-y. Alors ça c'est un truc, je dis, franchement je l'ai fermé. Alors les gens me disent, ah comment t'as fait ça? Ben, j'ai le fermé, tout simplement. J'explique également dans le livre, quand j'avais 20 et quelques années, c'était infernal, quoi. C'est-à-dire je captais ce que la personne pensait, qui n'était pas toujours très positif, hein. Voilà, les gens ne sont pas tous très gentils. Je captais tout ce que les gens pensaient autour de moi, c'est-à-dire quand j'étais dans une soirée, j'entendais toutes les pensées des gens, donc ça je l'ai fermé, parce que sinon c'est pas vivable. Y compris avec vos proches ou vos propres enfants? Oui, ouais. Par contre mes enfants... ils ne peuvent pas me cacher grand-chose quand même. Dans ces cas-là, même quand je le ferme, j'ai un défunt qui me fait « bon, fais attention, dis-lui ci, dis-lui ça ». Non, non, là, il y a un truc d'alarme. Ils ont aussi le don, les enfants? Ouais. Ouais. Alors ma mère était pas du tout, mes parents ne sont pas du tout dans ce truc-là. Ma mère était scientifique et mon père était dans le commerce. Ma grand-mère était clairement une sorcière, je dois dire, voilà. Donc elle était née en Algérie et elle par contre effectivement c'est elle qui me disait quand tu vois quelque chose faut que tu le notes, laisse pas tes ongles derrière toi, enfin j'avais tous les trucs sur les défunts, la sorcellerie, la voyance, les rêves prémonitoires, toute petite, voilà, elle me disait le matin faut que tu notes le rêve que tu as fait cette nuit, quand tu captes quelque chose tu le mets sur un petit billet quelque part, vraiment elle m'a vraiment appris cette culture par contre. Non. Non, moi j'ai jamais eu de souci de ce côté-là. Non, j'ai pas du tout. Je dois avoir vraiment le canal qui est ouvert que dans un sens et qui est pas ouvert dans l'autre. C'est-à-dire que j'ai pas. Je sens quand des gens cherchent à m'attaquer quand même. Hein. Je sens que des fois je suis un peu ébranlé ou des choses comme ça, mais j'ai pas ça. J'ai eu une fois ça et vraiment j'ai été très surprise. J'ai eu en consultation une femme qui était amoureuse d'un boxeur, et en fait, on fait la consultation normalement, comme une consultation amoureuse, et la nuit j'ai vécu un enfer. C'est-à-dire déjà quand la personne est partie, j'ai ma chaîne cérébrale qui a commencé à s'ouvrir. Vous savez, j'avais un truc comme ça, mais tout de suite après la séance. Et j'ai eu ça, et la nuit, ça m'a gratté la tête, ça m'a bousculé, etc. Et elle m'a dit, ah oui, j'aurais dû te dire le lendemain. J'ai dit, écoute, j'ai vraiment eu un truc bizarre après notre séance. Elle m'a dit, j'aurais oublié de te dire qu'il était aussi sorcier. Voilà. Et ça, je l'avais vraiment pas ouvert. Je me suis dit un boxeur, voilà. Et ce jour-là, j'ai dit bon, il y a vraiment quelqu'un qui était en train d'essayer de me chercher. Ah bah oui, bien entendu. Alors j'ai fait un article sur la sorcellerie. Alors il n'y a pas que mon livre, hein, j'ai un blog également sur Internet. Et en fait, j'ai mis toutes les différences sur les choses négatives. Il y a la sorcellerie pure qui est, je vais te faire un sort, je vais prendre du sang de crapaud, des machins, etc. Il y a ce qu'on appelle les esprits méchants. C'est-à-dire, je pense que certaines personnes, par l'esprit, et en se concentrant sur des images très négatives, peuvent faire beaucoup de tort à certaines personnes. Comment vous pouvez vous protéger ? Selon votre. Alors, il y a des gens qui lisent, qui mettent du sel sous le paillasson, brûler de la sauge. Selon votre religion, la croix, le Coran, tout ça, voilà. Il y a des gens qui prennent les. Voilà, c'est un des moyens de. Mais il y a des gens très très négatifs et ces gens-là, des fois, ils peuvent continuer de détester quelqu'un pendant 30 ans et des fois sans raison. Des fois, moi, je capte ça, on me dit, ah, c'est bien, j'ai pas vu depuis 30 ans. En tout cas, vous n'avez pas oublié. Hein. Il y a toujours une forme d'agressivité. Que quoi ? Votre vie va changer, oui.
la fille me disait, elle est passée de la multiplicité. Mhm. Difficile. Et c'était quand cette évidence? C'était quand cette évidence que vous avez eue? Et elle a changé votre vie? Voilà. Allez-y. Oui, donc je voulais savoir, là, puisque le précédent disait qu'il fallait s'entraîner, il y avait un training. Apparemment, vous êtes jamais entraîné, c'est quelque chose que vous avez... Alors l'entraînement, je fais entre chaque séance 1 heure de méditation, du yoga tous les jours. Donc voilà, l'entraînement, c'est effectivement vivre une vie au maximum sereine. Dans la journée, c'est impossible de m'avoir au téléphone. Les gens peuvent téléphoner, je réponds, je n'écoute même pas un message. La journée, je suis totalement dédié à ça. C'est-à-dire vraiment l'entraînement qu'on doit au minimum, c'est d'essayer de se mettre dans sa bulle de protection. Quand on a une séance qui est difficile, parce qu'on a toute la journée quand on est voyant, actuellement quand même, c'est vraiment méditation, yoga et recentrer sur soi. Pour moi, c'est ça mon entraînement. Donc voilà, donc on a revenu à l'entraînement. Par contre, excusez-moi de vous interrompre, mais vous avez vu Véron, c'est sa conférence. Voilà. Quand elle dit s'entraîner, ça peut être pour les gens qui veulent ouvrir leur médiumnité. Alors effectivement, on peut prendre une photo. Vous avez une appréhension, de crainte de ce que vous voyez, de ce que vous avez vu, On est à chaque séance, on a l'appréhension. Moi, à chaque séance, je suis angoissé. de jeunes, gamines et tout. Bah, c'est bien sûr que c'est angoissant. Alors, les esprits ne me posent pas du tout, les fantômes ne m'ont jamais posé de problème. Par contre, avoir quelqu'un qu'on aime bien en face de soi, consultant ou ami quand j'étais plus jeune, et se dire je vais peut-être capter quelque chose de difficile, oui, ça fait vraiment peur. Et là, donc voilà, la dernière question, comment distribuer la chose qui est quand même triste, qui est finale, qui peut être C'est-à-dire par exemple un décès. un décès ou quelque chose de lourd, d'étouffant, comme vous avez dit à votre collègue tout à l'heure, et comment le distribuer, déjà en se parlant soi-même, et en parlant à l'autre. Bon, déjà, moi, quand je vois par exemple un problème de santé, je dis à la personne écoutez, allez voir quelqu'un. Donc, généralement, j'ai un point de douleur là où ça se situe. Hein, et je dis selon moi, rien de grave, je ne vais pas dire c'est grave. Ça, c'est point important, je ne veux pas que la personne. Voilà. Donc, déjà, quand j'ai une intuition comme ça, c'est ça. Après le décès, il faut se méfier des intuitions sur les décès. Pourquoi? Quand quelqu'un est gravement malade et quelqu'un est en grande souffrance, on peut avoir des flashs merveilleux vis-à-vis de cette personne. Bonheur, être bien. Et en fait, la personne est tellement soulagée de décéder, on va capter des moments plutôt de soulagement. On peut dire c'est la guérison. J'ai fait ça quand j'étais très jeune. Je me suis dit, tiens, cette personne va peut-être... Mais j'ai eu des flashs, on m'a dit, bah non, ce que tu as vu, c'était le cimetière. Voilà, j'avais vu des arbres, des machins. Mais c'est vrai, cette personne qui était gravement malade, j'avais vu vraiment... Voilà. Donc, sur certaines personnes, capter la mort, ça peut aussi capter la délivrance. Voilà. Après, quand on voit un décès, on voit qu'il n'y a plus rien après, généralement. Comment vous parlez de ça? Comment vous êtes parlé de ça? De ces choses qui peuvent être lourdes? Par exemple, si j'ai quelqu'un en face de moi et qui me dit tiens, est-ce que dans 10 ans, on sera dans le sud avec mon mari? Et si je ne vois pas le mari, c'est compliqué à dire. Je dis je ne le vois pas. Voilà. Après, j'essaie de. Voilà, je vais pas dire. Voilà, parce que les gens me disent. Alors, ça peut être quelqu'un de 70 ans qui me dit mon mari va me quitter, hein, c'est pas obligatoirement, il va mourir. Hein, les gens ont toutes leurs angoisses. Mais là, je le vois pas. Mais au niveau santé, au niveau impact personnel, il n'y a jamais eu de moment où vous étiez dérangé parce que quoi, méditation. Si, ça arrive certaines séances qui me rendent malade. Ouais, ça arrive certaines séances où vraiment, quand la personne a vraiment beaucoup de bobos et beaucoup de problèmes de santé, il y a des séances où effectivement, dans ces cas-là, quand c'est des gens que je connais, je les mets en fin de journée, hein, parce qu'après, je peux vraiment complètement recharger. Mais il y a vraiment des séances, après on se dit, bon, il faut vraiment arrêter, quoi. Parce que je crois pour être voyant, il faut être empathique, en fait. Et si on est empathique, on capte. Voilà. C'est se mettre dans un coin tranquille et réfléchir à rien, ou c'est simplement... Excusez-moi, quand on est empathique envers autrui, quand on est sensible, des fois ça peut être... Alors c'est difficile, c'est ce que j'ai expliqué ce matin à quelqu'un qui était venu me voir sur mon stand, parce que j'ai un stand dans les exposants. J'ai dit il faut ces deux qualités, il faut être en même temps empathique,
C'est-à-dire qu'il faut aimer les gens. Hein. Il faut avoir envie de regarder qu'est-ce qu'ils vont devenir. Il ne faut pas dire, tiens, c'est que ça, c'est pas... C'est vraiment, il faut se sentir concerné hein, par leur avenir. Et en même temps, il faut prendre du recul. Il faut être en même temps proche et en même temps avoir le recul nécessaire pour pouvoir tout leur dire. C'est cette personne qui nous, voilà, si on est empathique et qu'on a vraiment un truc horrible à lui annoncer et qu'on est trop dans l'empathie, on ne va pas pouvoir lui dire. Donc ça nécessite les deux qualités en fait. Oui, je veux dire, il ne faut pas être sensible au point de la moindre chose qui nous touche et que ça nous... Ah bah il y a des séances, vous savez quand je suis en pleine séance et que tout d'un coup c'est plutôt rigolo parce que moi c'est les défunts qui me parlent et qui me donnent les renseignements et que je dis c'est quand, c'est qui Philippe et qu'on me dit bah c'est mon mari qui est mort il y a 3 semaines, bah, je me mets à chialer pareil, hein, c'est-à-dire des fois ça me prend dans une séance et je dis excusez-moi, les Kleenex ils sont à côté hein, et pas que pour mes clients, pour moi aussi. Hein. Bah oui, c'est pas toujours rigolo d'être voyant. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions ? Ça m'est arrivé 2 fois. Et c'est pas de la prétention, hein. C'est-à-dire on peut des fois voir moins ou se dire tiens, il n'y a pas. Bon, déjà quelqu'un qui a. Plus la personne va vivre d'événements et plus on voit. Hein. Si la personne n'a rien à vivre parce que cette personne ne fait pas grand-chose, alors dans ce cas-là, on va plus loin. Des fois, je fais des voyances à 2-3 ans. Là, je dis bon, on va regarder les 20 ans qui viennent, parce que etc. Ça m'est arrivé une fois, c'était avec un homme. Vraiment. Alors, très bien présenté, hein, habillé très chic, etc. Il s'est mis en face de moi et je ne voyais quasiment rien. Alors ce que je voyais un fleuve avec une grande maison à côté, je décrivais la maison. Alors le fleuve, la grande maison, le fleuve, la grande maison. Donc vraiment, je dis écoutez, c'est quand même dingue. Puis il me fait, bah, écoutez, ce que vous voyez, c'est l'hôpital où je suis hospitalisé régulièrement. D'accord. Et je dis, bah, écoutez, je vois que ça. Alors, je voyais rien d'autre, quoi, vraiment. Et en fait, ce monsieur m'a donné 2 ordonnances. Il me dit, voilà, cette ordonnance et voilà cette ordonnance médicale. Celle-ci, je la prends, je vais bien, mais je dors pas. Celle-ci, je la prends, je vais mal, mais je dors. Voilà. Et en fait, ce bonhomme était drogué, hein, voilà, enfin, sous médicaments depuis 10 ans peut-être. Il était rentier, donc il n'avait aucun souci de santé, donc voilà, et il n'avait pas de vie. Et ce qui était rigolo à la fin, parce que je dis écoutez, je n'ai vu que cet hôpital, et il me dit mais c'est normal, j'y vais très régulièrement, je m'y repose, patati patata. Et à la fin, il me dit mais vous voyez pas que je vais sauter dans le fleuve? Ça c'était drôle, et je lui dis bah non, je l'aurais vu quand même, je vous aurais vu enjamber la rambarde, etc. Mais lui, j'avais rien à voir en fait. Voilà, il n'avait pas de vie. Et ce qui était paradoxal, parce que quand on le voyait, il était plutôt bien habillé, enfin voilà, il était coiffé, enfin on voyait pas du tout, on n'avait pas l'impression que c'était un dépressif. Hein. Et en fait, c'est quand même mis ces 2 ordonnances où j'ai dit d'accord, il était toujours sous médicaments. Est-ce qu'il y a des jours plus favorables? Ah ouais. Il y a des jours. Moi, j'aime pas trop le mercredi. Alors tous les gens qui me consultent le mercredi vont dire ah Nathalie, pourquoi tu me prends le mercredi? Voilà. Oui. Je pense qu'il y a des jours, vous dire systématiquement, moi j'aime bien le mardi et le jeudi en consultation, c'est des journées, je sais pas, il y a des bonnes énergies. Hein, voilà. Le vendredi, c'est des énergies plus dites compliquées. Mais j'ai des fois fait des consultations le samedi, ça se passait très bien. Mais c'est vrai, moi je suis beaucoup mieux le mardi et le jeudi. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais intuitivement, hein, pas au niveau de ma propre énergie, c'est vraiment, mes intuitions passent mieux. Il y a d'autres questions ? Non ? Et quelle heure ? Ah ok. Ouais. Paris, puis téléphone, tout ça. Ouais. On fait des petites questions de voyance ? Bon, j'ai un stand là-bas. Si vous voulez acheter mon livre et le dédicacer, je vais vous le dédicacer quand même. Je suis venu pour mon livre. Allez, on y va. Alors, point important, j'ai des petites feuilles, comme ça. J'ai un petit stylo. Et j'ai un jeu de 32 cartes. Alors, le jeu de 32 cartes, qu'est-ce qu'il me permet ? Il me permet déjà d'avoir les mains occupées. Hein, parce que quand on est en transe, on en parle beaucoup. J'essaie toujours de bien formuler la question que je vais poser. De bien la poser, hein, de manière à avoir une réponse claire. Et le jeu de 32 cartes, il va me donner beaucoup plus de détails sur la chronologie. Est-ce que c'est demain, est-ce que c'est dans 4 ans, sur les énergies des personnes, bon, pas bon, etc. Ça me donnera plus de détails. Alors, qui est-ce qui veut commencer ? Alors, ça dépend, peut-être que Yannick, il faut qu'on voit le timing. C'est bon ? Je ne peux pas tous vous faire, par contre. Hein. Alors, ce qu'il me faut, c'est le prénom. Isabelle, et uniquement votre jour et le mois de naissance. Oui, alors le 7 février. Alors, quelle est votre question, Isabelle ? Je veux savoir si la
Mhm. Et savoir si ça va être dans le village. D'accord. Donc la question d'Isabelle, c'est est-ce qu'elle va acheter un bien immobilier dans le même village qu'actuellement? D'accord. Alors, excusez-moi, je vais fermer les yeux, je permettrai de me concentrer. Alors, est-ce qu'Isabelle, alors quand je commence à poser ma question, je vais commencer à avoir des visions. Bon, pas bon, c'est clair, on voit bien le truc, donc ça veut dire que ça va se passer bientôt. C'est un peu flou, ça veut dire que c'est pas pour tout de suite. Et ça me permet d'avoir plus de détails et d'être plus affirmative. Alors la question c'est, est-ce que Isabelle va acheter un bien immobilier dans le même village qu'actuellement? Non, ça va changer. Ouais, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Donc à mon avis, c'est pas le même village. Alors je vais regarder s'il y a un bien immobilier. Et votre famille veut rester dans le même village ou il y a des gens dans votre famille qui disent ah bah tiens, ça serait pas plus mal qu'on aille ailleurs? Ouais, c'est un peu ça qui va faire que. Et le pas plus mal qui va ailleurs, je pense que pour la personne qui est un peu réticente, qui est dans votre famille, ça va lui permettre d'aller beaucoup mieux. Je ne sais pas de quoi je parle. Hein. Moi je donne des trucs et les gens ils trient après. Hein. Alors, Isabelle c'est fait, qui d'autre? Bon, on va faire comme ça la première. Et après je vais aller comme ça. Non, j'avais la première là. C'est la même question? Alors Fabienne et Christine. Alors là, non, je vais vous prendre en bloc. Alors, la question, ça va être quoi? Alors, moi, c'est pareil. Est-ce que je cherche à acheter un bien immobilier, savoir si Ouais. D'accord. Et c'est la même question pour toutes les deux? Ah d'accord, ok. Donc vous, c'est Christine. Alors, bah oui, votre jour est 18 juin? Janvier. Alors la question, bah, c'est toujours pareil. Est-ce que Christine va acheter un bien immobilier dans le même village qu'actuellement? Est-ce que Christine va acheter un bien immobilier dans le même village qu'actuellement? Il y a quelqu'un dans ce village qui n'est pas bien pour vous. Hein. D'ailleurs, ça peut vouloir rester proche de quelqu'un, donc il faudrait plutôt s'éloigner. Ouais. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Là, actuellement, votre émotionnel, là, je ne pourrais pas le faire devant tout le monde. Hein. Votre émotionnel, votre vie privée, c'est un petit peu, ça rentre en interférence avec ce projet, en fait. Voilà. Donc, vous pouvez choisir ce projet par rapport à quelqu'un, par exemple, ce ne sera peut-être pas le bon choix. Il faut peut-être attendre que vous ayez fait le tri dans votre tête à ce niveau-là. Des fois, ça prend du temps de faire du tri dans sa tête. Hein. Alors, Fabienne ? 26 novembre. Alors les enfants, comme je dis toujours aux gens, c'est comme les gens me disent ah, tiens, vous ne pouvez pas regarder ma famille, la famille c'est grand quoi. Les enfants, non, il faut une question précise. D'accord. Alors là, ce que je vais faire, je vais mettre sur votre ressenti. Hein. Alors, on peut être des fois guéri et être toujours angoissé et avoir l'impression qu'on va mal. Hein. Et il y a des gens qui sont encore malades et qui vont bien. Donc la question c'est est-ce que je vais aller mieux au niveau de ma santé? Alors on y va, vous savez qu'on prend des risques, on est dans une séance publique, là il y a beaucoup de monde. Hein. Puis tous les gens doivent dire j'espère qu'elle va aller bien Fabienne quand même. Donc ça crée une espèce d'énergie de groupe. Alors est-ce que Fabienne va aller mieux? Est-ce que Fabienne va aller mieux? Est-ce que Fabienne va aller mieux? Alors pour l'instant Fabienne, si je peux vous rassurer, j'ai aucun message négatif sur votre santé. J'ai beaucoup de messages négatifs sur l'émotionnel, sur la manière, vos angoisses, votre stress, des choses comme ça. Hein. Je ne dis pas que c'est ça qui rend malade, c'est peut-être ça qui fait que vous n'allez pas vous considérer guéri. C'est pour ça, généralement quand je fais blabla avant, ça correspond avec la personne. Hein. Quand je dis tiens, il faut se méfier de ça, etc. Moi je pense que vous avez eu des résultats récemment. Moi, pour moi, vous êtes en rémission et je pense que vous êtes plutôt dans une période toujours à observer hein, qu'est-ce qui va se passer, donc d'attente. Vous ne vous considérez pas comme guéri. Selon moi, vous êtes guéri au minimum pour les 5 ans qui viennent. Toujours ça. C'est pas mal. Alors, Audrey, 9 avril. Alors, Audrey, votre question?
D'accord. Alors il me faut le prénom du conjoint. Sébastien. Donc c'est la maison que vous aviez en commun? Alors, est-ce que la maison d'Audrey et Sébastien va se vendre rapidement? Est-ce que la maison d'Audrey et Sébastien va se vendre rapidement? Est-ce que la maison d'Audrey et de Sébastien va se vendre rapidement? Là, ce qui est bien, c'est que tous les deux, vous êtes prêts. Hein. Non, mais des fois, il y a des gens qui... Peut-être qu'il y a une semaine, un des deux n'était pas prêt, mais là, ça y est. C'est-à-dire, on est vraiment open à la vente. C'est des fois, il y a l'un des deux qui ne veut pas déménager, l'un des deux qui ne veut pas vendre. Là, déjà, elle est libre à la vente. Enfin, du moins, elle est... ouais, c'est tout de suite là. Hein. C'est tout de suite là. Elle est en vente depuis combien de temps? Novembre. Pour moi, elle est vendue dans les 3 mois. Mais c'est vraiment là, c'est une porte qu'on ferme complètement. Hein. Mais c'est important, c'est que je crois que maintenant, les deux sont prêts. Voilà. Et peut-être qu'il y a quelques jours, ce n'était pas le cas. Voilà, il va falloir que je fasse tout le monde. Non, je crois qu'Yannick, c'est à quel... Moi, il y a encore 10 minutes. 10 minutes, bon, c'est bon. Alors, le prénom? Karine avec un C ou un K? Quel jour? 19 juin. 19 juin, ça se suffit. Alors, votre question, Karine? Christophe? Alors, ce que je vais vous demander, c'est me décrire le visage de Christophe. Non, pas de photo. Vous me le décrivez. Alors, Karine, un avenir, c'est se marier, vivre ensemble, construire. Voilà. Alors, est-ce que Karine a un avenir avec Christophe? 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 Ça fait longtemps que ça traîne? Ouais, c'est... Bon, le problème de Christophe, est-ce qu'il est totalement libre, Christophe? Tu m'étonnes. Alors c'est où vous êtes une constructrice dans l'âme et vous dites une pyramide, il faut du temps pour la construire. Mon histoire avec Christophe, je finirai. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez en avoir marre d'attendre quand même. Je pense qu'il est sincère, je pense qu'il est très pris quand même. Et je pense qu'au bout d'un moment, vous allez vous dire, c'est du travail, c'est travailler cette histoire. Une histoire d'amour, c'est du bonheur, du plaisir, de la communion. Et à un moment, vous allez dire, c'est pas ça. Mais vous n'êtes pas prête encore à vous lasser. Il vous faut un signe où vous allez vous dire, tiens, il sera encore avec elle dans 4 ans, quoi. Je ne vous vois pas rompre tout de suite. Je pense que ce n'est pas une histoire. Si vraiment votre envie, c'est de vivre, de construire, de créer un vrai couple, je n'ai pas cette notion-là. Mais peut-être que vous allez quand même vivre une histoire amoureuse avec lui. Mais si c'est une construction classique, non, je ne pense pas. Je suis désolée. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oh là là. Alors là, après je reviens là. Attendez, je vais là. Votre ami. Le prénom. C'est vous, hein? Alors Sandrine, c'est qui? D'accord. Sandrine là, hein? Alors Sandrine, votre jour et mois de naissance? 27 octobre. Alors votre question? Alors le prénom de votre fille? Jade, et la date de naissance de Jade? Alors, par contre, il me faut l'année là. 2004. Bon, 2004, elle est toute jeune, Jade, quand même. Hein. 11 ans. Alors, un des principes de la voyance, c'est qu'on ne prédit pas l'avenir des enfants. Et moi, les enfants sont enfants jusqu'à 20 ans. Ça veut dire qu'avant, je ne les prends pas en consultation. Je vais regarder où elle en est. Si elle bosse pas, est-ce qu'elle est en échec, est-ce qu'elle est en réussite. Voilà. Mais là, je regardais vraiment où elle en est. Hein. Est-ce qu'elle est en échec scolaire, est-ce que voilà, elle va s'y faire, etc. Alors, ce que vous allez faire, vous allez me décrire le visage de Jade. Ouais. D'accord. Alors, Jade est la fille de Sandrine, Jade est la fille de Sandrine, Jade est la fille de Sandrine, Jade est la fille de Sandrine. Alors, Jade, elle a un petit blocage en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène qu'elle ne vit pas très bien? Jade, elle a un petit blocage en ce moment. Il y a des choses qu'elle ne vit pas très bien? Ouais, pour moi, elle n'est pas bien. Hein. Alors, petit A, elle n'est pas bien parce qu'elle a du mal à se faire aux gens, hein, et qu'elle est très sensible, par exemple.
petit b, elle peut être pas bien parce qu'elle a vraiment de vraies raisons de ne pas être bien. Par rapport à l'environnement de son école, c'est comment? Non, mais justement, actuellement, quand vous dites, est-ce qu'actuellement, vous la sentez pas un petit peu perturbée? Bon, moi j'ai ces messages-là actuellement. Voilà. Donc c'est peut-être là-dessus où il faut que vous soyez vigilante, parce que justement vous dites elle est bien, elle est sociable, etc. Peut-être comme elle est très sociable, il faut faire très attention aux gens de son environnement, aux gamins, quoi, en termes clairs. Hein, peut-être qu'elle va pas choisir les bonnes amitiés, les choses comme ça. Et ça, vous disiez tiens, un petit peu son développement dans les 2-3 ans qui viennent, ça peut créer des retards et ça peut faire qu'elle va prendre un peu le malheur des autres à sa charge, en fait. Pardon? Oui, ça peut être ça, oui. Par exemple, si elle fréquente si elle a des amis enfants de son âge qui ont des problèmes, par exemple, elle va les prendre, elle va vivre un petit peu ses problèmes. Ça peut la retarder. Donc vous dites, ma fille, elle est sociable, elle va bien, faites attention quand même. Ça peut être ça aussi. Mais là, on est en séance publique, je ne pourrais pas en parler ici. Hein. La dame qui est là, et après j'en fais 2 et c'est fini. Alors votre prénom, Lydia ? Alors, quelle est votre question, Lydia? Alors, le prénom de votre fille? Frédérica. Et sa date de naissance entière? Et l'année? 1980. Alors, vous allez me décrire le visage de votre fille. Le visage de votre fille. Alors, est-ce que Frédérica va se positionner sur un métier, sur un avenir professionnel? Est-ce que Frédérica va trouver sa voie au niveau professionnel? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas du tout trouvé sa voie actuellement. Hein. Et elle n'a pas fait un bilan de compétences ou quelque chose comme ça? Parce que là, elle n'a pas la vocation de quelque chose, en fait. Votre fille, elle serait faite pour travailler toute seule, en fait. Elle n'est pas faite pour être dans une structure. Et elle peut développer quelque chose qui est, alors que je vais dire altruiste, c'est un mot un peu générique, aider les gens, les accompagner. Donc elle peut mettre en place une activité qui est sur ou l'aide à la personne, ou quelque chose, voilà. C'est pas quelque chose de lourd, en fait. Hein. Elle veut créer sa structure. Il faudrait, hein. Il faudrait parce que c'est là-dessus qu'elle va s'épanouir. Voilà. Actuellement, ce qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas une vocation réelle. Elle se cherche, elle ne trouve pas. Ce qui est clair, c'est que son bien-être professionnel passera plutôt sur une structure toute seule peut-être avec d'autres personnes, hein, mais quelque chose qu'elle va générer. Et je suis plutôt sur quelque chose d'assez altruiste, en fait. Voilà. Il faut que ça arrive. Ça va lui tomber dessus un jour, quoi. Et il faut qu'elle écoute les gens qui peuvent la conseiller, les gens qui la connaissent, par exemple. Allez, dernière question. Oh là, parce que Yannick n'est plus là. Et j'ai combien de temps? Dans combien? J'arrête? La dernière, c'est qui? Choisissez. Voilà, il ruse. Alors, je vais prendre un prénom qui commence par un M. M, c'est qui? Alors, votre prénom? Marie-Odile. Alors, le jour et le mois de votre naissance. De combien? 22 août. Alors, votre question, Marie-Odile. Ah non, ça, je ne peux pas faire en séance publique. Ça, je sais que ma collègue Véronne sait le faire, mais alors moi, pas du tout. Hein. Alors, moi, ce que je dis généralement aux personnes qui me posent cette question, sans être désobligeant, je leur dis, si vous avez un don, vous le savez. Pourquoi? C'est pas à moi de dire à quelqu'un, vous avez un don. Je peux vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, si vous me dites, voilà ce que je ressens, voilà ce que je capte, je vais vous dire, ben oui, selon moi, c'est ça. Mais je ne m'autorise pas à dire aux gens, oui ou non, vous avez un don. Ouais? Ouais? Ouais. Alors. Ouais, ouais. Ouais. Donc là, c'est effectivement des messages que vous donnent vos défunts. Oui.
Bah là déjà, je pense que par rapport à ce que vous me dites, vous savez que vous avez cette possibilité de capter des messages. Bah là, c'est déjà pas mal développé d'après ce que vous me dites quand même. Hein. Voilà. Vous voulez qu'en fait, ça soit vous qui décidez des moments où il y a les messages. Bah, il faut faire pareil. Alors ce qu'il faut faire, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure ici. Il faut se mettre plutôt dans un endroit tranquille, plutôt le soir, hein, c'est quand même mieux. Si vous voulez parler avec quelqu'un de précis, c'est prendre des objets qui caractérisent cette personne, des photos, des objets que la personne a touchés. Alors moi, ce que je pense ce qui permet de capter, c'est ou ce qui est en métal. Alors ça peut être un coupe-papier, le métal est très chargé de mémoire, parfois le textile, mais il ne faut pas que ça ait été lavé. Si c'est un truc qui est passé à la machine 14 fois, ça ne sert à rien. En fait, il faut qu'il y ait de l'ADN. Par exemple, si c'est quelqu'un de jeune, une casquette qui n'a jamais été lavée. Comme l'ADN, en fait, si vous regardez les experts, vous touchez et là, vous allez avoir les perceptions qui vont démarrer. Bon, j'aurais bien continué. Il y a quelqu'un après? Merci.